L'invite de commande, première des choses, dans Windows 10, comment qu'on la démarre? Deux possibilités. La première, c'est de faire une petite recherche et de taper tout simplement invite de commande. Vous allez avoir ce résultat-là, pardon, et vous aurez la possibilité de démarrer tout simplement l'invite de commande ou de faire exécuter en tant qu'administrateur. Pour aujourd'hui, je vous dirais que le simple démarrage de l'invite de commande va suffire. On verra dans les capsules ultérieures pourquoi il devient intéressant parfois d'utiliser l'exécution en tant qu'administrateur. Mais pour aujourd'hui, vous pouvez vous contenter tout simplement de démarrer l'invite de commande comme suit. Il est également possible de démarrer l'invite de commande via, disons, la fenêtre exécutée. La fenêtre exécutée, on peut la rouvrir avec les touches raccourcis clavier Windows et R simultanément. Donc, faites Windows R, vous allez avoir cette petite fenêtre exécutée et vous tapez les lettres CMD, on tape Enter et on a une invite de commande qui s'ouvre. Donc, ce sont les moyens qui nous permettent de démarrer la ligne de commande. Maintenant, comment qu'on fait pour personnaliser, voire modifier les propriétés de notre invite de commande? C'est assez simple. On va faire un clic droit sur la fenêtre et on va venir ici dans Propriétés. Dans Propriétés de l'invite de commande, vous allez avoir une panoplie de configurations possibles. Bon, évidemment, il y a la couleur du texte, la couleur du message, des messages, pardon. Vous pouvez configurer la police, la grosseur du texte et vous aurez aussi quelques petites configurations légèrement plus avancées avec lesquelles vous vous amuserez parce qu'on ne fera pas le tour au complet ensemble de ces configurations-là. Ça serait aller un peu trop dans le détail et mon objectif avec ces capsules-là se veut beaucoup plus un survol et un rappel plus qu'un cours vraiment dans le détail. Mais je vous invite à aller voir ces propriétés-là. Et c'est 5 onglets qui prennent environ 2 minutes chaque à lire. Donc, prenez le temps, ça vaut la peine et je suis sûr que vous allez faire des petites découvertes que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent. Donc, voilà. Ça, c'est pour les propriétés de la ligne de commande de base. Donc, la ligne de commande, à quoi qu'elle sert? Elle sert à faire tout ce qui est exécution relative au système et même un peu plus dans Windows, mais sans interface graphique. Vous l'aurez compris, donc, que ça peut s'avérer très utile dans des cas où on va se retrouver avec un ordinateur qui semble problématique ou qui nous cause des problèmes et où qu'on est obligé de démarrer en mode sans échec avec une invite de commande. Donc, elle devient très utile et c'est à ce moment-là que c'est vraiment pratique de savoir comment elle fonctionne. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est d'apprendre à se déplacer. Parce que via l'invite de commande, on peut se déplacer partout dans Windows. Comme vous voyez en ce moment, je suis directement sur le C. On va voir que Windows nous indique constamment où on se trouve dans l'ordinateur actuellement. Donc, la première commande que je veux qu'on voit ensemble, c'est la commande CD. La commande CD, bon, premièrement, vous me direz pourquoi CD. C'est pour Change Directory. Donc, en français, changer de répertoire. Je dirais que le nom, la commande porte très bien son nom. Donc, si je veux changer de répertoire, par exemple, je sais que dans le C, il y a le répertoire qui s'intitule User. Donc, si je fais CD User, bien, on voit que je suis dorénavant dans le dossier User. Okay? Donc, je lui ai indiqué Change Directory CD User. Ensuite, si je veux revenir au C, donc à l'endroit initial où j'étais, on peut faire tout simplement CD, C2 points, backslash, donc Change Directory, et on s'en va sur le disque dur C.
Donc, me voilà, je suis de retour à la racine du disque. Jusque-là, c'est rien de très sorcier. Okay? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la commande CD est munie d'un bouton back. Donc, si je retourne dans CD User et que je veux simplement revenir dans le dossier précédent, okay, je n'ai pas nécessairement envie de taper CD C2 /. Donc, je peux me contenter de taper CD 2 points. CD 2 points, ce que ça fait, c'est que ça va me faire reculer au dossier précédent. Donc, prenons un exemple. Je vais dans CD User. Ensuite, je sais que dans User, j'ai mon user à moi. Donc, je vais aller dans CD Gabriel Gaudreau. Et je veux retourner dans le dossier User. Je fais CD ... Et je suis de retour dans le dossier User. Rien de bien compliqué. Donc, CD ... nous permet de reculer d'un dossier. Donc, me voilà de retour dans le C. C'est un peu dans l'explorateur Windows, quand vous allez, par exemple, dans votre explorateur de fichiers, si je l'amène ici, je vais dans téléchargement, le CD ... ça revient à cette petite flèche-là ici qui me permet de reculer. Donc, c'est la commande qui nous permet de se promener dans Windows, c'est la commande CD. Il faut savoir qu'il est possible d'utiliser deux types de chemins en tout temps avec les commandes dans la ligne de commande. Donc, on a ce qu'on va appeler les chemins relatifs et on a également ce qu'on va appeler les chemins absolus. Okay? C'est une notion qui est quand même importante à savoir pour faire une bonne utilisation de la ligne de commande. Un chemin relatif, comme son nom l'indique, c'est relatif à l'endroit où je me trouve. Faisons un exemple. Je m'en vais dans CD User, je retourne dans CD Gabriel Gaudreau. Donc, le chemin relatif, dans ce cas-ci, ce serait de dire, par exemple, je vais aller voir dans mon explorateur de fichiers. Donc, user qu'on a dit, ou utilisateur, Gabriel Gaudreau. Et donc, ça, c'est ce qui est actuellement dans mon dossier utilisateur. Donc, on voit que j'ai le dossier bureau. Okay? Donc, si, en anglais, c'est desktop, donc si je fais CD desktop, actuellement, je vais avoir accès à ce qui est sur mon bureau actuellement. Donc, j'ai fait CD desktop. Or, ça, c'est le chemin relatif. Donc, pourquoi qu'on dit qu'il est relatif? Parce que je me trouve dans le dossier Gabriel Gaudreau et c'est ce qui me permet d'atteindre desktop directement. Okay? Par contre, si je suis dans un endroit comme le C directement et que je veux me rendre au même endroit, donc c'est-à-dire sur mon bureau, dans ce cas-ci, il va falloir que j'utilise un chemin absolu. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'utilise le chemin complet. Donc, CD, C2 points, user, Gabriel Gaudreau, desktop. Et ainsi, ça m'évite d'avoir à rentrer CD user, ensuite de rentrer CD Gabriel Gaudreau et ensuite de rentrer CD desktop. Donc, la différence entre le chemin relatif et le chemin absolu, c'est que le chemin absolu ne prend pas en compte l'endroit où vous vous trouvez dans l'ordinateur. Peu importe où vous êtes, il va fonctionner. Donc, si, par exemple, à partir de l'endroit où je me trouve en ce moment, je veux aller dans un dossier que j'ai dans mon disque dur C, pardon, et ce dossier-là, je sais qu'il s'appelle ShareGab. Si je ne me trompe pas, laissez-moi vérifier. Donc, ShareGab, il est ici. Si je veux aller directement dans ce dossier-là,
ben le chemin absolu me permet de l'atteindre peu importe d'où je me trouve dans l'ordinateur. Okay? Donc, vous voyez, je viens de passer du bureau à ce dossier-là, ShareGAD, directement, sans avoir à passer par ailleurs. Donc, le chemin absolu, c'est son avantage. Par contre, le chemin relatif nous permet parfois de taper de moins longs, justement, chemins et évite ainsi, la possibilité, ou réduit du moins la possibilité de faire des fautes de frappe, communément appelées des typos. Par exemple, si je veux retourner au bureau, ben, les chances que je fasse une erreur dans ces deux points user, ben, il suffirait que j'oublie de mettre le S. Donc, si j'oublie de mettre le S à user, comme je vais faire ici, donc je tape le chemin au complet, mais j'ai fait une seule faute de frappe, ben là, ça me dit que le chemin d'accès spécifié est introuvable. OK, on s'entend ici, le chemin est quand même pas si long. Mais vous allez vous rendre compte que des fois, on a des chemins de dossier qui peuvent être très très longs et d'avoir à les taper au complet, ben, ça devient un peu tannant si on fait une erreur. Donc, le chemin, ce que je pourrais faire ici, c'est utiliser une suite de chemins relatifs. Donc, comment je pourrais faire ça? Ben, je fais cd point premièrement pour retourner sur mon C. Ensuite, je pourrais faire cd user, cd Gabriel Gaudreau. Donc ici, on voit que j'utilise des chemins relatifs. Et admettons que je suis dans cd user et que je veux me rendre directement sur le desktop, ben, je peux utiliser un chemin relatif qui va être un peu plus long aussi, mais qui est quand même dépend du fait que je suis actuellement dans user. C'est-à-dire qu'au lieu de taper le chemin complet, le chemin absolu, c'est user backslash Gabriel Gaudreau backslash desktop, ben, je suis déjà dans user. J'ai donc pas besoin d'écrire le début. Je peux me contenter d'écrire cd user, ben en fait pas user, pardon, cd Gabriel Gaudreau backslash desktop. Donc, ici, c'est un chemin relatif puisque Windows va prendre en considération que je me trouve déjà dans le dossier user. On s'entend que ce chemin-là, on s'entend que ce chemin-là, je ne pourrais pas le taper si je me trouvais dans mon disque dur racine C. Ça ne fonctionnerait pas parce que Windows essaierait de trouver un dossier qui s'appelle Gabriel Gaudreau. Or, ce dossier-là n'existe pas directement sur la racine, mais il est présent dans User. Donc, c'est comme ça qu'on utilise le chemin relatif. Si je fais Enter, et voilà, je me retrouve exactement à la même place. Donc, chemin absolu est utile, peu importe où on se trouve dans Windows, va m'amener directement à bon port. Chemin relatif, moins long à écrire, mais on doit prendre en considération l'endroit où on se trouve dans l'ordinateur. Donc, ça ferait le tour pour la commande cd, Change Directory. Donc, on voit que c'est une commande simple, mais il y a quand même quelques aspects à prendre en considération. Donc, voilà pour la commande Change Directory. Maintenant, c'est bien beau de se promener d'un dossier à un autre, mais ça serait pratique de voir ce qui se trouve dans le dossier. Donc, pour voir ce qui se trouve dans le dossier, on va utiliser la commande dire. La commande dire, c'est pas dire dans le sens dis-moi ce qu'il y a dans le dossier, quoique c'est un bon truc mnémotechnique pour se souvenir de ce que fait la commande. Mais la commande dire, c'est pour directory. Donc, c'est pour affiche-moi le contenu d'un directory. Donc, en ce moment, je suis sur le dossier desktop. Si je fais dire, ben, en fait, Windows m'affiche tout ce qui se trouve actuellement dans ce dossier-là. Donc, vous voyez, par exemple, prenons l'exemple de antidote.lnk. LNK, pourquoi? Pour link. Donc, je sais que c'est un raccourci seulement. Donc, on voit ici, sur mon bureau, juste à côté, que mon raccourci antidote est là.
j'ai un raccourci pour les cartes réseau également qu'on voit ici. Bien, sur mon bureau, on voit que ce raccourci-là. Pardon. Donc, vous voyez que avec la commande dire, il est possible d'afficher tout le contenu d'un dossier. Or, certains dossiers vont être très longs à afficher. Ici, ça se fait bien puisque j'ai seulement quelques éléments sur le bureau. Mais si, par exemple, j'allais dans C2.Windows et que je fais un dire, c'est encore pas si pire. Allons maintenant, par exemple, dans Système 32. Faisons un dire. Donc là, vous voyez la longueur, en fait, le nombre de fichiers que j'ai dans ce dossier-là. J'en ai énormément. Et là, ça devient un peu compliqué parce que je suis obligé de scroller en bon français avec ma souris. Et vous voyez, je suis toujours dans les W, là. Donc, j'ai pas fini, là. Il y a beaucoup de stock. Donc, comment je peux pallier à ce problème-là? C'est en utilisant une seconde commande. En fait, on va appeler un opérateur. Donc, si je fais dire slash point d'interrogation, en fait, le slash point d'interrogation, on appelle ça un opérateur de commande. En fait, pardon, pas un opérateur, excusez-moi, un commutateur ou un interrupteur. OK? Donc, en fait, ce que je disais, c'est que le point d'interrogation est un interrupteur et cet interrupteur-là est valide avec toutes les commandes. Donc, peu importe la commande que vous allez utiliser, si vous faites slash point d'interrogation, bien, vous allez avoir des ressources disponibles en fonction de la commande que vous avez tapée. Donc, regardons ça ensemble. Si je fais Enter, bien là, ça m'affiche tous les interrupteurs qui sont disponibles avec la commande dire. Okay? Bon, vous allez voir que certaines commandes en ont énormément, d'autres moins. Donc, vous voyez ici, on les appelle des commutateurs. Donc, les commutateurs de la commande dire sont tous ici. Et ça, c'est valide pour n'importe quelle commande. Donc, on a vu la commande cd. Si je fais cd slash point d'interrogation, je vais avoir tous les détails en ce qui concerne la commande cd. Et ça peut s'avérer très pratique parce que c'est très rare qu'un informaticien va connaître toutes les commandes par cœur. Donc, quand on ne sait pas comment une commande fonctionne, on peut utiliser le commutateur point d'interrogation. Donc, revenons à notre commande dire. Si je fais dire slash point d'interrogation, regardons ce qu'on a. Donc, si je viens ici, j'ai le commutateur P qui m'indique arrêt après l'affichage d'un écran d'information. Ça semble être pas mal ce qu'on cherche. Donc, on demande à la commande d'arrêter lorsqu'il y a un écran d'information qui a été affiché. Essayons-le. Donc, je suis toujours dans Système 32, je fais dire /P. Ah, et là, on voit que notre commande s'est arrêtée après un écran et elle nous dit appuyer sur une touche pour continuer. Donc, si j'appuie sur une touche, on a l'écran suivant. C'est beaucoup plus pratique quand on recherche un fichier ou un dossier en ligne de commande et qu'on est dans un dossier qui contient énormément de matériel, comme dans le cas de Système 32. Donc, vous voyez, là, je vais passer tous les écrans. Donc, on voit que dans Système 32, il y a beaucoup de choses. On va y arriver.
voilà. Donc, on a traversé 202 répertoires et 4585 fichiers. Voilà pourquoi que le /p vient faire toute la différence. Donc, on reviendra sur la notion des commutateurs plusieurs fois dans le cadre de ces capsules-là. Donc, si je tape, encore une fois, dire /, on peut aller voir justement les autres commutateurs. Donc ici, on voit qu'on a le /a qui va afficher les fichiers correspondant à certains attributs. Par exemple, si je voulais voir seulement les répertoires, bien, je pourrais faire un dire /a et afficher dans le fond les attributs que j'ai sélectionnés. Par exemple, dans le cas d'un répertoire, ben, si je veux lui dire affiche-moi seulement les répertoires qui se trouvent, c'était D, je crois, oui. Donc, qui se trouvent dans système 32, je lui mets le commutateur A et le 2 points vient préciser mon commutateur A dans ce cas-ci. Donc, si je fais Enter, ben, vous voyez que ici, quand on voit DIR, ce sont tous des directories, donc tous des dossiers. Donc, c'est une autre façon de trier l'information. Et vous voyez, comparé à tantôt, là, j'ai plus les 4000 quelques fichiers que j'avais, je n'ai seulement que les dossiers. Voilà. Donc, on voit 213 répertoires, mais 0 fichier. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les commutateurs de la commande dire? Donc, on peut utiliser le format abrégé pour quand on affiche les informations à l'écran pour avoir moins long d'informations. On peut afficher le séparateur de milliers dans les tailles de fichiers. Donc, au lieu d'avoir des tailles de fichiers, bon, ici, je ne les ai pas parce que je n'ai pas fait afficher les fichiers, mais vous voyez, le séparateur de milliers, c'est ça. C'est donc de faire un espace entre chaque groupe de 3 chiffres. On a quoi d'autre? On a, dans le fond, les fichiers sont triés par colonne. Elle utilise les minuscules. Donc, vous pouvez également avoir un ordre de tri. Donc, est-ce que je veux les trier par nom? Est-ce que je veux les trier par taille, par date? Donc, ce sont tous des commutateurs très intéressants. Évidemment, on ne fera pas le tour à chaque fois qu'on voit une commande de tous les commutateurs qui sont disponibles pour cette commande-là. Mais sachez-le, de mettre le commutateur point d'interrogation, ça peut s'avérer très, très utile. Donc, on a vu la commande CD. On a vu la commande dire qui nous permet de voir le contenu d'un dossier. Maintenant, autre commande de base qui peut s'avérer utile, comment créer un dossier. Donc, si par exemple, je voulais me créer un dossier directement sur mon bureau, donc je me dirige à l'aide d'un chemin absolu vers le dossier de mon bureau. Donc, avec la commande CD qu'on a vue. Donc, voilà, je suis rendu sur mon bureau. Et la commande pour créer un dossier, en fait, il y en a deux. Vous avez le choix entre MD pour Make Directory ou vous avez le choix entre mkdir pour Make Directory également. Si vous me demandez, Gabriel, pourquoi il y a deux commandes, parce que la commande mkdir est aussi compatible sous les systèmes d'exploitation Linux. Donc, ça fait moins de choses à retenir quand que vous travaillez avec les deux systèmes. Ben, vous savez que mkdir, peu importe si vous êtes sous Linux ou sous Windows, vous savez que cette commande-là va servir à créer un dossier. Donc, comment qu'on utilise mkdir? Ben, allons voir avec le commutateur point d'interrogation. Et on nous explique comment fonctionne la commande mkdir. Donc, on voit ici qu'on a les deux commandes mk et mkdir.
Et comment qu'on fait ça? Bien, on utilise le lecteur, donc la lettre, suivie du chemin vers le dossier. Donc, dans ce cas-ci, je suis déjà au bon endroit. Donc, tout ce que j'ai à rentrer, c'est le nom du dossier que je veux créer. Donc, si je fais mkdir test, bien, c'est déjà fait. Ça paraît assez instantané, mais voilà, mon dossier est ici. Donc, mon dossier test a bel et bien été créé. Je peux bien en créer un deuxième. Appelons-le mkdir test 2. Voilà, il est apparu ici. Donc, c'est comme ça qu'on crée les dossiers. Rapidement, on peut aller voir quelques commutateurs intéressants pour la création de dossiers. Il n'y en a pas vraiment. Donc, voilà. Il n'y a pas vraiment de création. Je pensais qu'on aurait pu modifier les attributs, comme par exemple créer un dossier caché, mais on verra la commande qui nous permet de modifier les attributs. Donc, un peu plus tard, je ne crois pas qu'on va voir ça dans cette capsule-là. Donc, nous allons voir ensemble comment... Ben, en fait, là, on a vu comment créer des dossiers. On va voir maintenant comment en supprimer. Ça peut s'avérer tout aussi pratique. Donc, pour supprimer un dossier, la commande c'est RD pour Remove Directory. Ne faites pas l'erreur de vous tromper avec une autre commande que nous allons voir aujourd'hui, qui est la commande DEL pour Delete. Donc, la commande DEL va servir vraiment pour les fichiers. La commande RD va servir pour les dossiers. Donc, commençons avec mon dossier qui s'appelle test2. Donc, RD test2. Et voilà, on voit que le dossier est disparu, donc il a été supprimé. Faites attention, la ligne de commande est, comment je pourrais dire, beaucoup plus agressive que l'interface graphique. Okay? Il n'y a pas de passage par la corbeille quand vous supprimez un dossier via la ligne de commande. Vous supprimez un dossier via la ligne de commande, eh bien c'est terminé. Il n'y a plus moyen de récupérer ce dossier-là. C'est une suppression qui est définitive. Alors que quand on utilise l'interface graphique, ben on fait un clic droit supprimer. Le dossier s'en va dans la corbeille, donc si on a fait une erreur, on peut toujours récupérer le dossier. Or, la ligne de commande n'a pas cette gentillesse et gracieuseté-là, disons-le comme ça. Donc, voilà pour la suppression d'un dossier. Mais qu'est-ce qui arrive si le dossier contient un fichier, disons? Donc, ce que je vais faire, c'est que via l'interface graphique, je vais me créer un document texte et je vais voir ce qui se passe. Donc, appelons-le test.text. On va lui dire bonjour, ceci est un fichier de test. Voilà. Donc, j'enregistre. Voilà, j'ai un fichier maintenant dans mon dossier. Et je vais utiliser la même commande pour supprimer mon dossier test. Ah! Regardez ce que la ligne de commande me dit. Le répertoire n'est pas vide. Donc, ça, c'est à peu près la seule mesure de protection qu'il peut y avoir lors de la suppression d'un dossier avec la ligne de commande. Okay? Si vous venez pour supprimer un dossier vide, Windows ne voit pas vraiment de danger à la suppression de ce dossier-là. Donc, il ne vous dit pas que le répertoire est vide, il vous avise de rien, il fait que le supprimer. Donc, comment faire si le répertoire n'est pas vide? Parce que dans ce cas-ci, j'ai juste un fichier. Mais si j'avais, disons, 130 fichiers et que je voulais tous les supprimer, je n'irais pas dans le répertoire supprimer chacun des fichiers un après l'autre. Donc, comment faire pour supprimer un dossier ainsi que son contenu en une seule commande? La réponse se trouve dans
les commutateurs, évidemment. Donc, on rentre notre fameux commutateur / point d'interrogation et allons voir ce qu'on a comme possibilité. Vous voyez également que, un peu comme la commande md et mkdir, avec la commande rd, il existe aussi la commande rmdir pour la suppression des dossiers. Donc, revenons à nos commutateurs. On a le commutateur S qui nous dit « Supprime tous les répertoires et les fichiers dans le répertoire spécifié en plus du répertoire lui-même. Utilisé pour supprimer une arborescence. » Bon, ben, c'est assez clair, c'est pas mal ça qu'on cherche dans notre cas, mais on a un autre commutateur qui est Q. Q généralement veut dire quiet en anglais, et donc dans ce cas-ci, on a un mode silencieux. Ne demande pas de confirmation pour supprimer une arborescence avec de répertoire, une arborescence de répertoire avec le commutateur S, pardon. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que si je supprime mon dossier test en faisant rd commutateur S test, on va me dire test, êtes-vous sûr? Ça veut dire, est-ce qu'on veut vraiment supprimer ce dossier-là ainsi que son contenu? Admettons que je dis non et que j'utilise en complémentarité du commutateur S le commutateur Q. Donc, et que je rentre le nom de mon dossier. Donc, comme vous pouvez le constater, des commutateurs, il est possible d'en utiliser plus qu'un. On peut en utiliser une panoplie, il n'y a pas vraiment de limite à ce niveau-là. Donc, je pourrais utiliser 5, 6, voire 10 commutateurs, il n'y en a pas de problème. Donc, si je fais RD, commutateur S, commutateur Q, test, ben, mon dossier a été supprimé. On ne m'a pas demandé de confirmation et le contenu du dossier également a été supprimé. Donc, jusqu'à présent, les commandes qu'on a vues, on a vu CD nous permettant de changer de répertoire, changer de place dans Windows. On a également parlé des chemins absolus et des chemins relatifs. On a dit qu'un chemin absolu nous permettait d'atteindre une destination, peu importe d'où on se trouve dans l'ordinateur, alors qu'un chemin relatif est valable uniquement en prenant compte de l'endroit où on se trouve dans l'ordinateur. On a vu également la commande dire, donc qui nous permet d'afficher le contenu d'un répertoire. Très pratique, vous allez utiliser cette commande-là régulièrement. Donc, affiche le contenu d'un répertoire. On a vu entre autres qu'il y avait avec cette commande-là le commutateur P qui nous permet d'afficher le contenu d'un répertoire en format de page. Donc, dans un répertoire où est-ce qu'on a 4000 fichiers, on va pouvoir les analyser à notre rythme. Ensuite, on a parlé de la commande mkdir ou md qui nous a permis de créer un dossier, un répertoire. Et finalement, on a parlé de rd ou rmdir qui nous permet la suppression d'un répertoire, mais également donc et ou d'une arborescence complète. Donc, soyez prudent avec cette commande-là, surtout avec les commutateurs S et Q jumelés ensemble. Hein? Donc, si vous faites rmdir /S/Q, il faut être très sûr, très sûr de ce qu'on fait. Donc, je vous dirais que si vous n'avez pas de backup, prenez donc pas de chance. Donc, voilà. Ensuite de ça, autre commande de base intéressante à utiliser, c'est la commande move. On va donc parler de la commande move. La commande move qui a changé de nom. D'ailleurs, en fait, avant, elle s'appelait MV, donc pour move.
On l'écrivait comme ça. Maintenant, dans Windows 10, j'ai pu constater qu'on écrit move au complet, donc MOVE. Sachez cependant que dans Linux, c'est toujours MV qu'on utilise. Donc, move, comme son nom l'indique, nous permet de déplacer un fichier d'un endroit à un autre, tout simplement. Pas plus compliqué que ça, en fait. Donc, ce qui est possible de faire, c'est d'utiliser le commutateur /y qui va demander ou pas, selon comment on va l'utiliser, la confirmation. Donc, reprenons les dossiers que j'avais créés tantôt. On va les refaire. Donc, mkdir test et mkdir test2. Oups, j'ai fait une petite erreur de frappe. Mkdir test2, voilà comme ça. Et donc, je vais créer un fichier directement. On verra qu'il est possible de créer des fichiers directement avec la ligne de commande, mais je veux qu'on fasse les choses dans l'ordre. Donc, pour l'instant, je vais me contenter de vous le montrer via l'interface graphique comme ceci. Donc, appelons-le bonjour.txt, mon fichier. Bonjour, ceci est un test. Donc, voilà. Admettons qu'on voudrait déplacer ce fichier-là qui est dans mon dossier test vers mon dossier test2. Donc, la commande move s'utilise comme suit. On rentre la commande, on indique le premier chemin. Dans ce cas-ci, je peux utiliser un chemin relatif. Donc, je suis sur le bureau. Je pourrais donc rentrer tout simplement le nom du dossier test ainsi que le nom du fichier qui est bonjour.txt. Et je veux déplacer ça toujours dans un chemin relatif test2 et backslash tout simplement puisque c'est simplement dans le dossier que je voudrais déplacer le fichier. Donc voilà, le fichier a été déplacé et on le voit même via sur l'interface graphique. On voit que le fichier n'est plus dans le dossier test, mais dans le dossier test2. Donc, move sert tout simplement à déplacer des fichiers comme ceci. Maintenant, si je me déplace dans mon dossier test2, en passant, il est possible d'utiliser des chemins relatifs et absolus mélangés. C'est-à-dire, on voit ici que j'ai mon fichier bonjour.txt. Donc, si je veux le déplacer, c'est-à-dire le remettre dans le dossier test, je vais rentrer move. Et là, je me trouve déjà à être dans le dossier test2. Donc, je n'ai même pas à rentrer le nom de dossier. Je vais rentrer le nom du fichier directement. Donc, move bonjour.txt. Et tiens, pour le plaisir, je vais rentrer un chemin absolu. Donc, c'est user / Gabriel Gaudreau. Oups, j'ai accroché une touche, désolé. Donc, move bonjour.txt vers, nous disions, un chemin absolu. Donc, Gabriel Gaudreau, desktop et le nom du dossier test. Donc, vous voyez ici, pour la source, j'utilise un chemin qui est relatif et pour la destination, un chemin qui est absolu. Et Windows le comprend très bien, ça se fait sans problème. Donc voilà, le fichier a été remis à son endroit initial comme ceci. Donc voilà pour la commande move. On a également une autre commande qui est très intéressante, donc une autre commande de base. Donc je vais aller dans mon dossier test parce que je vais avoir besoin de mon fichier. Donc, on a une commande qui s'appelle REN, qui s'appelle rename. Donc, cette commande-là, elle est typique à Windows.
dans Linux, qu'on verra éventuellement peut-être plus tard, on verra que la commande move dans Linux sert non seulement à déplacer un fichier, mais elle sert aussi à le renommer. Donc, si vous utilisez la commande move dans Linux et que vous rentrez 2 fois le même chemin, Linux comprend que vous voulez renommer le fichier et vous pouvez rentrer un nouveau nom. Mais ici, on n'est pas dans Linux, on est dans Windows. Donc, on utilise la commande ren pour rename. Donc, le fichier qui est concerné, c'est bonjour.txt. J'aimerais le renommer en au revoir.txt. Et voilà, donc si je fais dire pour afficher le contenu de mon dossier, bien on voit que mon fichier ne s'appelle plus bonjour, il s'appelle au revoir.txt. Donc voilà pour la commande rename. Je ne crois pas qu'il y ait des opérateurs, j'ai vraiment pris sur le mot opérateur, je ne crois pas qu'il y ait de commutateurs pour ren. En effet, il n'y en a pas. Donc ren, vraiment une commande très très simple d'utilisation. Donc voilà pour la commande ren. Maintenant, on a vu comment déplacer un fichier, on a vu comment le renommer, mais qu'en est-il si on voulait le copier? Eh bien, effectivement, il y a une commande pour ça. Donc, la commande pour la copie, c'est copie. On voit que c'est une commande qui possède beaucoup de commutateurs. Donc, on va regarder un peu comment ça fonctionne. Donc, on voit que l'utilisation de la commande, c'est copie, suivi des commutateurs, suivi de la source, et évidemment, il faut rentrer la cible qui est la destination. Donc, allons-y. Essayons simplement une copie standard. Donc, je suis dans test, et dans test, j'ai un fichier qui s'appelle au revoir.txt. Donc, je rentre la commande copie au revoir.txt. Et encore une fois, je peux rentrer un chemin absolu ou un chemin relatif. Mais ici, je vais rentrer un chemin absolu pour le besoin de la cause. Donc, je veux copier ça dans test 2. Donc voilà, j'ai copié mon fichier et maintenant dans les deux dossiers, ici on voit que ça c'est test, j'ai mon fichier au revoir et dans test 2, j'ai également mon fichier au revoir et dans les deux cas, il y a bonjour, ceci est un test à l'intérieur. Donc, la copie s'est faite sans problème. Et bon, ici on a vraiment des commutateurs qui sont très spécifiques. Donc, fichier binaire, fichier ASCII, vérifier si la copie s'est bien faite. Bon, voilà. Vous aurez, je vous laisse bon soin de lire l'utilité de chacun des commutateurs pour la commande copie. Une commande, cette fois-ci, qui est un peu plus intéressante au niveau de la console, en fait, la ligne de commande elle-même, c'est la commande CLS. La commande CLS qui est pour Clear Screen, donc nettoyer l'écran. Et ce que ça fait, ça l'efface toutes les commandes qu'on a entrées jusqu'à maintenant et on a une belle invite de commande neuve. Maintenant, je vous ai parlé tantôt de suppression de dossier et je vous ai parlé également de suppression de fichier. Je vous ai dit que pour la suppression d'un dossier, on utilisait la commande RD pour Remove Directory. Et je vous ai dit de ne pas confondre cette commande avec la commande del qu'on va utiliser maintenant, qui est pour la suppression de fichiers. Donc del, si je m'en vais voir son utilisation et ses commutateurs, on voit que del peut s'utiliser également avec la commande erase. Et on a plusieurs choses. Donc, on a le commutateur P qui demande une confirmation avant de supprimer un fichier. On a l'opérateur, le commutateur F, qui force la suppression des fichiers en lecture seule. On a le commutateur S qui va supprimer les fichiers de tous les sous-répertoires également. Le Q pour Quiet.
Et vous avez d'autres commutateurs qui vous apportent toute une panoplie d'options. Donc ici, je vais me contenter de faire un delete normal de mon fichier au revoir.txt. Et on voit que dans test 2, mon fichier est disparu. Voilà. Donc, pour la commande del qui nous permet de supprimer un fichier. Donc, il nous reste quelques commandes de base à voir dans cette première capsule-là, et ce sera déjà une capsule que je qualifierais d'assez complète. Donc, première chose intéressante, c'est de voir l'historique des commandes. Vous allez voir, quand on utilise la ligne de commande, souvent on utilise une commande ou deux qui reviennent régulièrement. Il faut savoir que Windows retient toutes les commandes qui ont été rentrées en mémoire. Donc, si j'utilise la flèche supérieure de mon clavier, ben, je vois les commandes que j'ai rentrées auparavant. Donc, on voit mon clear screen ici, on voit mes commandes de copie. Donc, je suis en mesure de retourner voir les commandes que j'ai entrées. Okay? Ça peut être très pratique si on a une commande à rentrer plusieurs fois. Par exemple, si j'ai délité au revoir.txt, si j'avais un autre fichier qui s'appellerait quelque chose.txt, ben, je pourrais utiliser simplement mon del au revoir.txt et changer pour, par exemple, je dis n'importe quoi, bonjour.txt. Donc, ça me permet de sauver un peu de temps. C'est ce qu'on appelle l'historique des commandes. Il y a aussi ce qu'on va appeler l'autocomplexion, pas l'autocomplexion, mais l'autocomplétion, qui va nous permettre de compléter les commandes à notre place. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça peut nous éviter, encore une fois, de taper des très très longues commandes. Donc, si par exemple, je vais dans mon dossier test, je fais dire. Ici, je vois que j'ai encore mon fichier au revoir.txt. Donc, si par exemple, je voulais supprimer ce fichier-là également, je pourrais rentrer par exemple del et rentrer A. Et si j'appuie sur la touche Tab, ben, Windows complète pour moi la commande. Donc, Windows comprend que je veux supprimer le fichier qui est au revoir.txt. Par contre, si dans un cas comme un autre, j'aurais un document texte qui s'appelait auberge, tiens. Auberge.txt. Cette fois-ci, si je rentre del et que je fais A, ben là, j'ai plusieurs choix. Donc, si je fais tab plusieurs fois, il va m'afficher les choix que j'ai. Donc, il va m'afficher auberge. Si j'appuie sur tab encore, il va m'afficher au revoir. Donc, il est possible de cette façon-là de compléter ces commandes. C'est ce qu'on appelle l'autocomplétion. Et c'est valable, donc, autant l'historique des commandes que l'autocomplétion sont disponibles autant dans Windows que dans Linux. Donc, voilà pour l'historique des commandes et l'autocomplétion. Maintenant, il nous reste 3-4 commandes à voir. On poursuit donc avec la commande type. La commande type, en plus d'afficher le contenu d'un fichier à l'écran, donc comme on l'a vu, est capable d'ajouter du texte dans un autre fichier déjà existant, de créer un fichier qui n'est pas existant en y mettant du contenu à l'intérieur, ou de remplacer le contenu d'un fichier existant par celui qu'on va indiquer. Donc, on sait déjà qu'à la base, nous avons deux fichiers dans mon dossier test. Donc, on a un fichier auberge.txt et un fichier au revoir.txt. Si on regarde le contenu d'auberge, on voit que c'est marqué « J'apprends la ligne de commande, c'est génial ». Maintenant, si on regarde le contenu de au revoir, on a « Bonjour, ceci est un test ». Je pourrais, par exemple, avec la commande type, prendre le contenu d'auberge.txt
et l'ajouter dans mon fichier au revoir.txt. Donc pour ce faire, je vais faire type, le nom de mon fichier source, et je vais faire 2 fois plus grand que vers le fichier de destination, dans ce cas-ci au revoir.txt, et ça va ajouter la phrase « J'apprends la ligne de commande, c'est génial » suivant « Bonjour, ceci est un test ». Donc, allons voir le résultat. Dans au revoir.txt, j'ai maintenant 2 phrases, l'original et la phrase que je viens d'ajouter en ligne de commande. Il est également possible de prendre le contenu d'auberge.txt et de faire en sorte qu'il remplace celui d'auberge.txt. Donc, si dans auberge.txt, j'apprends la ligne de commande, c'est génial, et je veux exactement le même contenu dans un autre fichier, la commande est très semblable. Je vais donc utiliser l'historique de commande, mais je vais mettre un seul plus grand que, comme ceci. Et cette fois-ci, le contenu des 2 fichiers devrait être identique. Donc, auberge.txt, j'apprends la ligne de commande, c'est génial. Et au revoir.txt, j'apprends la ligne de commande, c'est génial. Donc, avec 2 plus grands que, on ajoute le contenu. Avec un seul, on remplace le contenu. Il est également possible de prendre le contenu d'auberge.txt et de créer un fichier de toutes pièces. Par exemple, appelons-le le fichier gabriel.txt, qui est complètement inexistant en ce moment. Donc, je lui dis de mettre le contenu à l'intérieur de ça, et comme le fichier est inexistant, il va le créer. Donc, maintenant, si je vais dans Test, j'ai gabriel.txt, et à l'intérieur, j'ai encore le même contenu. Donc, type permet d'afficher le contenu d'un fichier à l'écran, de prendre le contenu d'un fichier et de l'ajouter dans un fichier existant. Il permet aussi de prendre le contenu d'un fichier pour remplacer le contenu d'un second fichier. Et finalement, il peut prendre le contenu d'un fichier et le mettre dans un fichier qui est complètement inexistant en le créant. Ça, c'est dans le cas où on veut partir d'un fichier qui contient déjà du texte. Mais qu'en est-il si je veux moi-même écrire une phrase là, dès maintenant, tout de suite? J'ai une phrase, par exemple, disons que j'ai la phrase « J'aime mon prof d'informatique ». Je veux ajouter cette phrase-là dans mon fichier au revoir.txt. Donc, ce qui est possible d'utiliser, c'est la commande echo. Donc, la commande echo, on va voir toutes les possibilités que cette commande-là apporte. Mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller écrire cette phrase-là et on va utiliser encore une fois les plus grands que avec les mêmes règles. Donc, si je veux ajouter cette phrase-là, je mets 2 plus grands que. Et disons que je veux ajouter ça à gabriel.txt, que je viens tout juste de créer. Donc, pas ici. Ça, c'est mes vidéos. Donc, gabriel.txt. Donc, j'apprends la ligne de commande, c'est génial, était là à l'origine. J'aime mon prof d'informatique. Donc, c'est une phrase que j'ai composée directement dans la ligne de commande et que j'ai été ajoutée dans le fichier gabriel.txt. Je pourrais également faire en sorte de remplacer le contenu par la phrase que j'ai décidé de taper. Donc, encore une fois, tout se joue avec les plus grands que. Et voilà, maintenant, on a ce contenu-là. Et la commande echo, ben, elle sert à quoi? Elle sert tout simplement à retourner ce qui la suit. Par exemple, si je fais echo Gabriel, elle retourne Gabriel. A priori, ça semble un peu inutile, évidemment, en dehors du fait qu'on peut écrire dans des fichiers, mais on va surtout se servir de cette commande-là dans les fichiers d'exécution automatique
lorsqu'on va vouloir faire afficher du texte à l'écran pour l'utilisateur. Par exemple, si je voulais écrire du texte à l'utilisateur pour lui dire bonjour, faites un choix parmi les suivants. Et là, je pourrais écrire 3 choix différents dans lesquels l'utilisateur devrait faire son choix. Donc, voilà pour la commande echo. Donc, type echo, ça se ressemble relativement. Donc, voilà pour la commande echo. Et pour aujourd'hui, il va nous rester seulement qu'une commande, qui est la commande find. Donc, find, comme trouver, peut être très pratique. Donc, si on va voir un peu cette commande-là. Donc, voyons ce que ça dit. Recherche une chaîne de texte dans un ou des fichiers. Donc, par exemple, si je fais dans mon dossier, j'ai déjà 3 fichiers texte. Donc, je me souviens plus ce que j'ai dans Gabriel. Alors, j'aime mon prof d'informatique. Disons que je cherche le terme informatique. Donc, je pourrais faire find informatique dans gabriel.text. Bon, format incorrect. Ah, je dois mettre des... Hein, faut pas oublier les guillemets, c'est important parce que c'est ce qui indique là où commence et s'arrête la chaîne de caractères. Donc, find informatique dans gabriel.text et on voit qu'il a trouvé la phrase « J'aime mon prof d'informatique ». Bon, évidemment, vous me direz que c'est peut-être pas un bel exemple parce que j'ai pas énormément de texte là-dedans. Mais disons que j'ai un fichier texte qui contient énormément de texte. Par exemple, je vais ouvrir une page internet. On va aller voir Wikipédia, informatique. Bon. Donc ici, j'ai quand même beaucoup de texte. Fait que ce que je vais prendre un bon paragraphe, disons celui-là. Je vais faire ça, copier. Je vais venir dans un fichier texte. Disons que je prends auberge. Je remplace le contenu par tout ça ici. A priori, vous pouvez vous demander à quoi ça sert de chercher dans des fichiers texte, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des fichiers de configuration sont du texte. Donc, par exemple, regardons un mot. Donc, je vois ici que le mot Xerox, la compagnie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir lui dire find Xerox dans le document auberge.text. Et on voit que il me sort, dans le fond, ce qu'il va trouver pertinent relativement à Xerox. Donc, généralement, ça va être peut-être une ou deux phrases avant, une ou deux phrases après. Et donc, dans le fond, il nous sort le résultat de la recherche, mais il va essayer de nous donner un petit contexte aussi qui vient avec. Donc, voilà pour la commande find. Et ça complète pour les commandes de base aujourd'hui. Donc, dans la prochaine capsule, déjà, on va être en mesure de commencer à voir d'autres commandes, oui, mais on va également commencer à se lancer dans les fichiers d'exécution automatique. Donc, dans les batch files, on va commencer tranquillement à les voir, les interpréter, voir comment tout ça fonctionne. Donc, j'espère que ça vous aura donné une belle introduction.